Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Alors ce bilan réalisé par les services est bien sûr très utile, car il permet d'indiquer des chiffres sur cette expérimentation qui n'en est plus une depuis le 1er janvier dernier. Cela pose d'ailleurs en premier lieu des questions, vous l'avez souligné, en termes de moyens. L'État se désengage dans le financement des co-diagnostics. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionnait et on peut tous faire le constat que c'est fort dommage. Et puis, il y a aussi la question des accompagnements renforcés et des postes. Donc, 12 postes. A priori, de ce que je comprends, ils sont quand même maintenus ou c'est aussi 12 postes qui sont sur la sellette? C'était une question. Alors, je vais être très clair. J'ai dit que la généralisation se ferait à isopérimètre, que l'expérience indiquée, donc je vous ferai d'ailleurs un rapport très transparent sur les priorités qu'on va se faire. On a, si vous voulez, en gros, les 12 postes que nous avons créés. Je ne suis pas du tout certain qu'on va avoir des financements sur l'État. On avait obtenu de Christophe Guilluy qu'on puisse maintenir un dispositif pour les premiers expérimentateurs. Aujourd'hui, on est un peu dans un flou artistique. Donc, on ne sait toujours pas, malgré les questions qu'on posait encore nos services récemment. Donc, les 12 postes sont maintenus. Maintenant, de manière très transparente, nous allons travailler sur un ciblage. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui en vous présentant le bilan pour une seule raison. C'est qu'aujourd'hui, le travail se poursuit puisque nous avons installé le comité départemental de l'emploi dont j'ai obtenu la coprésidence avec le préfet. Il y a la déclinaison territoriale qui a suscité de ma part quelques réactions, reprenant en cela les remontées que m'avait fait Marie-Claire Bonnet-Vallée notamment et d'autres sur la déclinaison territoriale où la direction de l'emploi arrive avec sa fiche de route sans même qu'on ait eu un échange sur ce que nous voulons faire ensemble pour l'emploi sur les priorités qu'on doit se fixer. J'en ai déjà esquissé quelques-unes, vous en souvenez tout à l'heure, Madame la conseillère départementale, sur la priorisation que nous aurons sur les bénéficiaires du RSA. Je souhaite qu'il y ait une déclinaison, une remontée territoriale. Dès que la remontée territoriale, nous fixerons de manière très transparente les objectifs que nous nous fixons de la généralisation de l'expérimentation France Travail, étant entendu que vous avez raison de le souligner, cette expérimentation a déjà du plomb dans l'aile, parce qu'on était parti sur l'idée d'un co-diagnostic, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui sont, et avec France Travail, Pôle emploi, quelles sont les personnes qui sont reconnues comme étant en situation de pouvoir retrouver rapidement un travail, relèvent donc de France Travail et de la formation, et quelles sont celles qui relèvent du RSA, c'est-à-dire d'un accompagnement un accompagnement plutôt social de ce traitement. Voilà où on en est. Donc dès que les commissions, j'ai souhaité qu'on aille vite, dès que j'aurai le retour des commissions locales de l'emploi, les CLE, et que je vous rappelle qu'ils sont coprésidés par des élus territoriaux et par le représentant de l'État. Mais c'est pas la feuille de route n'est pas fixée par l'État. Sans quoi ils se débrouillent. S'ils veulent fixer la feuille de route, ils se débrouilleront. C'est simple. Donc on entre à la déclinaison, donc je ferai un rapport pour vous dire les orientations que nous aurons en matière dans le cadre de l'expérimentation et de son extension. Oui. Non, mais je vous en prie. Oui, merci pour cette précision, mais il y a aussi un chiffre qui nous semble contradictoire, puisque le budget primitif prévoyait une baisse de moyens alloués de moins 1 779 878 €. Et en fait, le nombre de bénéficiaires de RSA connaît une augmentation de 5,4%. Donc voilà, c'est aussi un chiffre, on aimerait bien avoir des éléments. Et dans la seconde partie de mon intervention, je voudrais intervenir sur le bilan qu'en font 3 organisations qui sont connues et reconnues pour leur engagement et leur sérieux pour lutter contre la pauvreté en France. Le Secours catholique, Equitas et ATD Quart Monde. Donc un rapport d'alerte et d'inquiétude pour les allocataires qui a été également signé par d'autres associations comme Emmaüs France, la Ligue des droits de l'homme, la Fondation Abbé Pierre et le syndicat FSU. Donc le premier élément d'alerte, c'est la question d'activité obligatoire avec un glissement vers le travail gratuit. Donc le bénévolat, c'est une volonté de la personne et on ne peut pas appeler bénévole une activité obligatoire car conditionnée. Si le bénéficiaire ne fait pas d'activité, il n'a plus droit à son allocation.
En plus, humainement, on trouve ça infantilisant. Alors, la deuxième alerte, c'est la question du choix de l'orientation. Donc, même si l'accompagnement a été renforcé par l'embauche de conseillers d'insertion professionnelle ou d'autres travailleurs sociaux, la maîtrise du dispositif par les allocataires ne peut pas permettre à la personne de faire des contre-propositions, d'être réellement sujet de son avenir. Donc ça nous semble poser problème aussi. La troisième alerte, c'est, je reprends l'expression, la mécanique des radiations. Donc les personnes radiées de ce dispositif sont celles qui justement sont les plus éloignées de l'emploi, d'une vie sociale. Donc on voit ça comme une sorte de double peine. Donc remobiliser par le travail rémunéré celles et ceux qui sont en capacité de remettre le pied à l'étrier, oui. Celles et ceux qui sont les plus vulnérables, eh bien effectivement accompagnement social dont vous aviez parlé, mais évitons vraiment le processus d'exclusion parce que cela, en plus, alors au-delà du côté humain, ça contribue à une fausse lecture des chiffres. Voilà, donc puisque moins d'allocataires avec une baisse des personnes radiées. Ce n'est pas forcément ce qui est le cas de notre département, mais là je vous parle des 4 alertes qui ont été faites par ces associations et c'est, je trouve, très important de s'en inspirer aussi. Alors la 4e et dernière alerte, c'est le retour à l'emploi pérenne. Alors quelles sont les conditions de travail de ces emplois, leur accessibilité, les modes de garde des enfants qui vont avec, la question de la santé. Donc c'est vrai qu'en commission, il nous a été signalé que voilà, des efforts étaient faits par le département de la Côte d'Or dans ce sens, mais on sait très bien que d'après un rapport de la Cour des comptes datant de 2022, un quart des allocataires du RSA basculent vers l'allocation adulte handicapé. Donc ce n'est pas un chiffre anodin et c'est important d'être particulièrement vigilant à ce retour à l'emploi pérenne. En plus, sur la question des droits des travailleurs vis-à-vis de leur employeur, c'est pas si simple que ça, puisque quand on a été souvent, longtemps et peut-être à plusieurs reprises éloigné de l'emploi, quand on a enfin une embauche, on n'a pas envie forcément qu'elle se termine et parfois il y a des conditions d'emploi qui peuvent être particulièrement dures pour ces bénéficiaires du RSA qui retournent à l'emploi. Donc au regard de tout cela, je me disais finalement que ce bilan, il aurait gagné, tout comme ça a été fait pour le nouveau pacte social, à être réalisé aussi avec la parole des bénéficiaires du RSA. Voilà, on aurait pu imaginer des groupes de parole et puis faire remonter aussi les alertes qu'ils pouvaient avoir de leur côté. Et puis, vous l'aurez compris, si nous prenons acte de ce rapport, nous restons convaincus que le conditionnement du RSA a aussi des effets pervers. Et vous le savez, en ce qui me concerne, je continue de penser qu'un minima pour vivre dignement en France ne doit pas être conditionné. Merci. Oui.